Merci beaucoup pour votre présence à cette conférence donc, qui sera sur le sujet « Comment se préparer aux changements à venir ?» Et un grand merci évidemment à Links Garden pour l'invitation pour la conf, qui nous fait bien plaisir. Alors, qui sommes-nous dans un premier temps? Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, on est donc les Wizards. Wizards Podcast sur YouTube. On est présent sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts, comme Spotify, Apple Podcast, etc. Et on a aussi un Discord communautaire qui grandit à vue d'œil, où on parle de business web au sens large, mais beaucoup aussi de SEO, puisqu'avec les Wizards, donc Anthony, Franck et moi-même, on a tous les trois un background SEO d'éditeur de sites pur et dur, c'est-à-dire on fait ça depuis 2013 et depuis 10 ans, on ne fait pas de clients. On travaille pour nos propres sites, en édition pure et dure, en affiliation. Et c'est ce retour d'expérience et donc accès plus make money de manière générale qu'on essaie de retransmettre au mieux au sein du podcast des Wizards. Alors, aujourd'hui, le sujet de ce podcast, c'est donc que SEO va radicalement changer. Ça fait des années que vous entendez sans doute la chanson « Le SEO est mort », on l'entend aussi, on en rigole beaucoup parce qu'en général, quand les gens crient que le SEO est mort, nous on est en train de se goinfrer en SEO à côté, donc tout va bien. Mais pour le coup, ce qui est cette fois-ci plus stressant pour nous, c'est les changements majeurs qui sont en train d'arriver, notamment avec l'IA. Alors, on va parler aujourd'hui un petit peu de l'intelligence artificielle, sans trop rentrer dans le détail, mais ce qui fait peur, ce n'est pas forcément le contenu IA et toute l'accélération que permet de faire l'IA sur de nombreux domaines, y compris dans notre métier de SEO, mais c'est vraiment, dans sa globalité, l'arrivée de Bard notamment, et les changements majeurs qui vont être opérés directement au sein des SERP dans les futurs mois. Ça fait pour le coup très peur, d'autant plus quand on est éditeur de site. Et ça ramène plusieurs problématiques. Le dernier point que je souhaitais aborder dans cette introduction, c'est le niveau du référencement et du SEO en francophonie, qui est juste stratosphérique. Alors, je ne suis pas le premier à le dire, je ne serai pas le dernier, mais il se trouve qu'on a à la fois la chance d'avoir une scène SEO vraiment très, très, très performante. On a eu l'occasion de le voir déjà ce matin avec Joanie et Sylvain, mais il y a énormément d'acteurs qui sont juste excellents dans leur domaine, et c'est une chance qui peut se retourner entre guillemets contre nous quand on est sur le marché français. Et donc c'est ce qui fait aussi que, à notre sens, il faut aussi essayer d'élargir un peu l'horizon pour s'adapter aux changements à venir. Ça, c'est un petit argument en plus. Alors, les prérequis d'un SEO fonctionnel et durable, on va aborder ça en détail au sein de la conf. Mais là, l'objectif, c'est de vous expliquer un petit peu de quoi on va parler dans les grandes lignes. Déjà, une base technique de plus en plus irréprochable. Aujourd'hui, c'est un fait. Si vous n'avez pas la base technique, si vous n'avez pas une architecture cohérente pour vos sites, que ça soit pour vos clients ou en édition, en affiliation, vous partez avec une énorme épine dans le pied. Alors, dans tous les cas, ça a toujours un petit peu été le cas, mais franchement moins avant qu'aujourd'hui. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut, et Anthony va nous le démontrer juste après, il faut mettre vraiment l'accent là-dessus. On a les EEAT, expertise, expérience, autorité, confiance, donc les fameuses EEAT de Google, dont on parle beaucoup au sein des podcasts, qui rejoignent d'une certaine manière le branding. Et ces EEAT sont extrêmement importants aujourd'hui, plus que jamais. Ça risque de le devenir encore plus. Et c'est aussi ce dont on va vous parler. On va vous parler aussi de netlinking, bien évidemment, et particulièrement de netlinking qualitatif, pardon. Donc ça aussi, ça sera l'objet de la suite. Et avant versus maintenant en édition. Alors justement, tous ces points-là, c'est des points qui ont été, auxquels on se confronte depuis 10 ans, et ce qui est vraiment étonnant et pas forcément évident. Donc on est évidemment obligé de s'adapter en permanence, mais les choses sont vraiment très différentes aujourd'hui de ce qu'elles pouvaient être avant. Et globalement, il faut être de plus en plus pointu sur tous les aspects dont on vient vous parler. Et l'objectif, là, dans cette conf, ça va être aussi de vous imager le plus possible avec des cas concrets tout ce qu'on vous raconte, pour pas que ça sorte juste de notre chapeau.
Donc voilà, même si toutes ces informations-là, vous pouvez vous dire, ouais, mais bon, ça, au final, c'est des choses qu'on sait depuis longtemps. La réalité, c'est que même si on les sait depuis longtemps, on pouvait encore, il y a quelques années, faire toujours beaucoup d'argent sans forcément prendre en compte les EAT, sans forcément prendre en compte une architecture parfaite ou une base technique irréprochable. Aujourd'hui, c'est vraiment de plus en plus compliqué. Donc, on va commencer par le premier volet, donc l'importance maintenant de la technique par rapport à avant. Donc, maintenant, le plus important, je trouve, c'est de choisir un très bon hébergeur et le CMS qui correspond à votre objectif. Je suis pas très fan de WordPress si vous écoutez les podcasts, donc je vous conseille de regarder aussi sur d'autres CMS qui existent. Par exemple, au niveau des flat file CMS qui sont très rapides, un peu moins modulaires que sur du WordPress parce qu'il y a forcément moins de plugins, etc. Mais comme il n'y a pas de base de données, on se retrouve avec des sites très rapides. Donc, selon les projets, ça peut être sympa. Pensez aussi, je ne l'ai pas écrit, mais pensez aussi aux solutions comme Google Firebase et Cloudflare Page qui vous permettent d'héberger gratuitement des sites statiques. Et c'est extrêmement rapide car vous êtes sur les CDN de Google et de Cloudflare. Optimiser au maximum le temps de réponse de votre serveur. Ça, c'est le plus important maintenant, enfin, je trouve surtout. Et si vous avez un temps de réponse qui est supérieur à 500, vous allez avoir des gros problèmes d'indexation et voire même vous n'allez pas ranker. Il me semble même qu'il y a Fabien Rakidel qui a fait un tweet hier ou un retweet de la Search Console comme quoi maintenant, si on est à moins de 200 ms, etc., on va avoir des avertissements dans la Search. Donc, ça commence à devenir important et ça fait un petit moment qu'on en parlait déjà sur le podcast des Wizards. Donc, je vais vous montrer un cas concret qui s'est passé il y a quelques semaines. Alors, si vous avez suivi, c'est passé un peu en dessous des radars, mais il y a eu un incendie dans le data center de Google à Paris. Et j'ai un serveur là-bas et j'ai des sites qui sont hébergés là-dessus. Donc, l'incendie a eu lieu le 26 avril. J'ai pas modifié le site. Il y a eu l'incendie. Je me suis dit, ça va revenir à la normale. Google, ils vont tout refaire nickel. Le 30 avril, il n'y avait toujours pas de backup ni rien qui avait été remonté. Donc, je décide de passer sur du serveur Google à un serveur mutualisé. Donc, c'est par ici. Je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais bref, c'est juste avant la grande chute. 15 jours après le passage sur le mutualisé, le trafic s'est effondré, perte de position, etc. Je laisse couler un mois, je me dis c'est quand même bizarre, il n'y a rien qui a été touché sur le site à part le changement de serveur. Je recrée un serveur Google, je remets le site sur le serveur Google, le 5 juin, instantanément le site il reprend toutes ses positions et le trafic qu'il avait avant. Il n'y a rien qui a changé sur le site, que ce soit au niveau du contenu, du backlink, c'est exactement le même, c'est un duplicator, donc exactement pareil. La seule différence, c'est que sur le serveur Google, j'avais 150, 200 de temps de réponse, et sur le mutualisé, j'étais à peu près à 800, 1000, voire 1 seconde de temps de réponse. Alors, on va parler maintenant du netlinking qui a bien évidemment toujours son importance quand on souhaite se positionner. Et je vais vous parler d'un cas concret qui est quand même assez spécifique et très intéressant à mes yeux. C'est donc ça, c'est dans le cadre d'un site internet qui a été créé par ma copine il y a, je pense, 2-3 ans. C'est un site qui est globalement sur le secteur de la santé, sur une niche très spécifique dans le domaine de la santé. C'est un site avec du contenu vraiment de qualité. Enfin, le site, c'est un WordPress assez classique, entre guillemets, mais avec un très bon contenu, de la profondeur, une vraie réponse à l'intention de recherche. Donc voilà, c'est un site qui, de base, a des performances qui évoluent plutôt bien. On n'a pas, sur ce site, je dis on, parce que sur la partie netlinking, j'ai longtemps hésité justement à mettre en place une campagne de netlinking, quelque chose de très spécifique. Au final, je me suis dit qu'en fait, le contenu était de telle qualité qu'elle avait quelques liens, des invitations sur des gros médias, des liens complètement naturels. Et elle a eu notamment l'invitation sur une interview donc à l'écrit pour le magazine, sur elle.fr.
avec un article très, très spécialisé de plus de 2000 mots sur le sujet qu'elle traite sur son site, etc. Et ce qui est assez incroyable, c'est que l'effet du lien a été quasiment immédiat, chose que j'avais encore jamais constatée, pour être tout à fait franc, ou en tout cas, pas à ce niveau-là. C'est un article, pour être un peu plus précis, l'article en question, qui était donc l'article rédigé par un journaliste chez elle. Et c'est un article qui a généré beaucoup d'engagement, de trafic, de partage sur les réseaux sociaux. Donc, il y a vraiment, c'était en plus d'être un bon lien sur un gros nombre de domaines, c'était un bon lien sur tous les plans parce que, voilà. Il y a également, et on peut noter du coup qu'à partir du moment où il y a le lien, donc tout en haut, c'est la Search Console sur 16 mois, l'impact est absolument, est vraiment conséquent. Encore une fois, et après, ça s'est depuis quelques mois maintenant complètement stabilisé un niveau au-dessus, quoi. Voilà ce que je peux dire pour ce lien. Je pense que c'est à peu près tout. Voilà. Je ne sais pas si j'ai peut-être oublié quelque chose, mais on aura l'occasion d'en reparler peut-être à la fin. Ok, alors moi je vais vous parler des réseaux sociaux, de l'importance des réseaux sociaux pour l'EAT. Là, ce qu'on voit à l'écran, c'est que pour faire ce test, du coup, il y a quelques semaines, quand on était en préparation de cette conférence, on a décidé de faire un test sur l'importance du trafic direct qui pourrait venir notamment des réseaux sociaux. Et pour ceux qui suivent un petit peu les podcasts qu'on fait chez les Wizards, moi j'ai fait beaucoup de tests sur TikTok. Et par conséquent, on s'est dit on va tenter de faire une vidéo qui explose bien pour avoir du trafic qui vient depuis le compte TikTok sur le site de la marque, qui est du coup un client d'Anthony. Et Anto, peut-être tu veux nous expliquer vite fait ce qu'on voit à l'écran. Ouais. Alors, c'est un client que j'ai depuis un petit moment, très peu de budget mensuel, requête très concurrentielle. Le site, il a jamais bougé depuis plusieurs mois. On le voit, je crois que le screen, il est du 12 avril. Ça stagne entre 11-10, quoi, la position. On décide de lancer le buzz. On lance aux alentours du 9. Instantanément, le site, il passe 4e sur la requête. Quelques jours après, il monte. Maintenant, il est premier. Il est encore premier ce matin. Et surtout, ce qu'on peut remarquer, c'est que l'impact du trafic sur la requête, mais surtout l'ensemble des mots-clés du site a quasiment été multiplié par 2, voire par 3 sur SEMrush. Donc, c'est vraiment tout le site qui a profité du trafic direct et du trafic marque. Et il n'y a rien d'autre qui a été fait à part du trafic et aucun backlink, rien du tout qui a été rajouté, etc. Voilà, donc vraiment les réseaux sociaux, c'est quelque chose, avant, on pouvait vraiment les mettre de côté, faire nos petits sites SEO qui étaient vraiment du pur SEO. En fait, il se passait rien d'autre, on va dire, sur le web. Aujourd'hui, c'est assez indispensable, de notre point de vue, d'être présent sur d'autres canaux pour envoyer sans doute un signal positif et notamment récupérer cette partie recherche de mots branding, donc vraiment des mots marques qui sont très importants, et pour aller chercher du trafic direct qui, en l'occurrence, a vraiment... nous, ça fait un petit moment qu'on commence à s'en rendre compte que le trafic des réseaux sociaux avait un impact. J'ai mis TikTok parce que pour moi, actuellement, c'est le truc le plus important. Après, c'est en fonction de la marque pour laquelle vous travaillez, de ce que vous faites. Vous allez chercher le réseau social qui est le plus pertinent pour vous. J'ai pas mis, par exemple, Pinterest, alors que Pinterest, c'est vraiment top, qu'il y a des choses à faire pareil avec de la publicité sur Pinterest, par exemple. Instagram, Facebook, LinkedIn. Voilà, je ne vais pas citer tous les réseaux sociaux, mais de mon point de vue, c'est ultra important d'être présent sur les réseaux sociaux. Et pour ceux qui se posent la question, la vidéo en question qui a buzz et qui a vraiment fait un impact, c'est une vidéo qui a plusieurs milliers de vues en quelques jours. Et milliers, je parle pas, plusieurs centaines de milliers de vues et qui passe le million de vues assez rapidement. Et pour ceux qui suivent un petit peu TikTok, c'est pas anodin de faire une vidéo. Ça se fait des vidéos qui font plusieurs millions de vues, ça se fait. Il y a des stratégies pour ça. Je vais d'ailleurs les développer un petit peu après. J'en ai parlé aussi dans plusieurs autres podcasts. Tu peux passer au slide suivant. Ouais.
Donc, on a fait exactement le même test sur un autre site, mais cette fois-ci, c'est un site d'affiliation dans la rencontre, donc dating. Site avec, là, c'est une requête qu'on visait, très grosse requête, 1 million de volume. Pareil, le site, il bouge pas depuis plusieurs mois en position 30, 40. On décide de faire un buzz sur TikTok et exactement la même chose à la même date. Comme vous pouvez voir, c'est aux alentours du 10-13 juin. Ça explose et le site il s'est positionné 5e sur la requête. Et exactement les mêmes résultats aussi. L'ensemble des mots-clés du site ont été quasiment multipliés par 2 aussi. Ok. Et donc là, TikTok, il y en a qui vont se dire on peut pas vraiment aller chercher des requêtes adultes, ce qui est vrai. TikTok vous banne si vous faites vraiment de l'adulte, on va dire, en mode un peu violent. Par contre, il y a énormément de stratégies. Suffit de se mettre sur TikTok et de chercher un petit peu les mots-clés comme vous ferez une recherche sur Google ou de la recherche de hashtags sur Twitter. Vous mettez des hashtags assez pertinents sur la catégorie, on va dire, qui pourrait toucher les adultes. Et vous allez voir qu'il y a énormément de choses à faire. Donc en fait, moi, ce que je voulais parler, enfin, par rapport à ça, en fait, c'est que toutes les niches peuvent marcher, par exemple, sur TikTok. Et que TikTok, c'est un levier de trafic extrêmement simple à aller chercher. Et pour vraiment tout type de niche, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, l'adulte et c'est ce qui marche le mieux sur TikTok. Enfin, où c'est le plus simple d'aller chercher du trafic. Oui, parce que les vues explosent très rapidement. Voilà. Donc, TikTok, donc c'est un Eldorado de trafic. Je sais qu'encore une fois, ceux qui sont là sont plutôt là pour le SEO, mais c'est à prendre en considération. En fait, tout ça, tout ça fonctionne ensemble, en fait. Et là, en l'occurrence, je vous ai mis à l'écran James Alley, qui est un entrepreneur français qui a explosé, je trouve, le game avec sa marque Cosmile qu'il a lancée. Il s'est dit qu'il allait... donc, il a fait une vidéo YouTube où il en parle, qui est hyper intéressante. Et là, sur Cosmile, en fait, pendant très longtemps, il a fait des vidéos quotidiennes pour présenter son produit. Donc, Cosmile, c'est un truc pour se blanchir les dents. Et en fait, il a fait plusieurs vidéos qui toutes ne font pas forcément beaucoup de vues, mais en fait, qui participent à, en tout cas, avoir du clic depuis sa bio TikTok et également, je suppose, de la recherche sur Google. Ça, enfin, j'en ai pas parlé avec lui, donc je peux pas savoir, mais je suppose que c'est le cas. Les gens vont aller rechercher du branding. Et en fait, sur TikTok, il y a moyen de faire 5 vidéos qui vont faire 5000 vues, donc c'est pas grand-chose. Et d'un seul coup, une vidéo assez similaire, mais avec un hook un peu différent. Le hook, je vous en parlerai après pour ceux qui savent pas ce que c'est, qui du coup va propulser la vidéo. Et en fait, son but, c'était en permanence d'aller rechercher le moyen uniquement en organique. Il y a 0 pub qui avait été faite de souvenirs pour sa marque Cosmile sur TikTok. C'est uniquement de l'organique. Et ça a drivé du trafic. Et en fait, tout ça, si on fait une bonne stratégie sur les réseaux sociaux, parce que là, je vous parle de TikTok, mais encore une fois, ça peut être autre part, une bonne stratégie réseaux sociaux liée à une bonne stratégie SEO globale, et ben, ça a un vrai impact. Anto, tu peux passer au suivant. Ouais. Et donc, pour réussir sur TikTok, je vous donne des très grandes lignes. Vous allez voir que ce n'est pas forcément si compliqué que ça. Le premier truc, je ne l'ai pas marqué là, mais c'est vraiment de commencer, même si peut-être que comme moi, vous vous êtes dit jamais de la vie, j'installerai TikTok parce que c'est sans doute un truc, bon voilà, on connaît le public qu'il peut y avoir dessus, c'est quand même, ça vole pas très haut. Mais pour le business, c'est ultra intéressant. Donc, commencez par installer TikTok, cherchez vos mots-clés, commencez à suivre des gens qui, sur votre thématique, fonctionnent et essayez de comprendre un petit peu leur stratégie. Vous allez voir qu'il y a une récurrente qui est que le hook. Donc, le hook, ça représente on va dire, entre les 3 et 5 premières secondes, qui sont le moment où les gens vont scroll sur votre vidéo, tomber sur votre vidéo. Et là, vous avez 3 secondes maximum pour essayer de les convaincre de regarder la suite de la vidéo. Donc, pour ça, soit vous attisez la curiosité, soit vous faites peur, soit vous énervez les gens. Ça peut être n'importe quelle émotion forte qui va pousser les gens à regarder la suite de la vidéo. C'est vraiment, il faut que ça soit quelque chose qui est un peu provocateur. Et bon, moi, de mon point de vue, c'est ce qui marche le mieux. Après, il y a sans doute moyen de faire des hooks très différents. Ensuite, il faut des montages ultra dynamiques. Pour ça, moi, j'utilise un logiciel complètement gratuit qui s'appelle CapCut. Il y a énormément de tutos qui sont sur YouTube, sur CapCut. Vous verrez que ça, c'est un logiciel qui a des transitions en automatique. Et en fait, il faut mettre, par exemple, des images. Moi, de mon côté, je les génère avec Midjourney, mais il y a aussi moyen de récupérer, des vraies images, par exemple, de produits, ou alors d'aller chercher
des vidéos gratuites, genre sur Pexel, ou prendre des photos gratuites sur n'importe quelle base de données de stock de photos libre de droit. Et vous faites des montages ultra dynamiques avec derrière un storytelling ultra important. Il faut bien préparer votre script pour votre vidéo. Il ne faut pas faire un truc à l'arrache. Si ça fonctionne à l'arrache, en fait, le fonctionnement de TikTok, pour vous faire en bref, l'algorithme de TikTok, comment ça fonctionne, c'est qu'au début, votre vidéo, elle est proposée à une pool de personnes. En fonction de leur interaction avec votre vidéo, c'est renvoyé à une autre pool de personnes qui grossit de plus en plus. Et en fait, la plupart des gens qui ont des vidéos qui sont pas hyper bien foutues, leur vidéo va atteindre peut-être soit juste le premier pool de personnes, donc moins de 100 abonnés, soit la deuxième et troisième pool de personnes qui sont autour de 600, voire 1000 personnes qui regardent, quoi. Donc à peu près 1000 vues sur votre vidéo. Et ensuite, si les interactions sont vraiment pas top, et ben en fait, la vidéo est arrêtée d'être mise en avant par TikTok. Et donc ensuite, il faut savoir que les sous-titrages sont, de mon point de vue, obligatoires sur TikTok. Beaucoup de gens regardent quand même tout ce qui est les formats short sans son, en fait. Donc même si vous faites un voice-over ou même si vous filmez vous-même, le sous-titrage est ultra important. Et ça, CapCut vous les fait en automatique. Ça va reconnaître votre voix, faire de la reconnaissance vocale, écrire complètement les sous-titres. Vous n'avez plus qu'à les mettre en forme, corriger les 2-3 fautes qu'il y a, parce que ça reste, je pense, une IA qui est derrière, qui essaie de récupérer. Et voilà. Et les TikTok doivent être d'un format... On va dire que les gens ont une span d'attention de 10-20 secondes sur TikTok. Au-dessus, il faut vraiment que votre storytelling soit super bien fait. Et vous pouvez monter à 1 minute, peut-être 1 minute 10 max. Mais ensuite, c'est vraiment très dur de garder les gens. Pour vous donner un ordre d'idée, moi, sur mes TikTok, on va dire que quand je fais des vidéos de 1 minute, à la fin, il reste 10% des gens. Et voire parfois moins. En fait, petit à petit, la courbe descend. Et sur TikTok, le watch time est hyper important. Donc, il faut trouver le juste milieu. Et certains vont se dire que TikTok, c'est que pour les enfants. C'est complètement faux. Moi, je le vois dans mes statistiques sur TikTok. J'ai énormément d'adultes, quoi, on va dire. Et toutes les niches fonctionnent. Vraiment, toutes les niches fonctionnent. Il y a des niches qui fonctionnent sur le nettoyage de tapis avec des Karcher. Il y a des gens qui font uniquement des TikTok sur de la pose de carrelage. Il y a des gens qui parlent de vraiment tous les sujets. Vraiment, en fait, il ne faut pas se bloquer par rapport à ça. Vous avez une salle de ping-pong, vous pouvez faire du TikTok, quoi. Et donc, si vraiment vous voulez aller voir un peu plus loin, parce que voilà, là, on fait ça plus bref pour la conférence. Sur le Wizard Podcast, on a fait, c'est celui de la semaine dernière ou d'il y a 2 semaines, je ne sais plus, où on parle de TikTok. Donc, c'est l'opportunité Make Money de l'année. Et sur la chaîne de Afi SEO, il m'a interviewé pour, pareil, parler de TikTok. Dedans, je donne un peu plus mes stratégies, les façons comme je fonctionne pour ça. Et allez également, si ça vous intéresse, sur le Discord du Wizard Podcast, dans le channel social media. J'ai présenté pas mal de façons de faire du TikTok. J'ai également mis des screenshots qui montrent moi les résultats que j'ai eus. Je réponds aux questions des gens. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez venir jeter un œil. Alors moi je vais vous parler du coup de YouTube, parce que pour le coup TikTok ça me connaît un peu moins que Franck, mais YouTube j'ai donné. J'ai une chaîne YouTube donc sur le secteur du jeu vidéo où j'ai 25 000 abonnés. J'ai une chaîne là qu'on voit à l'écran, Impactiem, qui est reliée à mon site impactiem.com, donc pour une question de AT, hein, vous commencez à comprendre la chanson. Et j'ai pu du coup mesurer à la fois l'impact colossal que peut avoir YouTube sur de l'acquisition en tout genre, que ce soit pour de l'affiliation ou pour de l'acquisition client, même si au début de cette conférence, je vous disais que je ne faisais, enfin en tout cas que pendant 10 ans, on n'avait pas fait de clients. Il se trouve qu'on commence à faire un tout petit peu de clients depuis peu, en tout cas de mon côté, et Franck, je ne sais pas, mais du côté d'Anthony, je sais un tout petit peu aussi, puisque en tout cas, il nous a montré son cas client, c'est bien qu'il en a au moins un. Alors, l'avantage de YouTube, il est énorme, surtout en tant qu'SEO. Je sais qu'il y a beaucoup de barrières. Les gens se disent « Ouais, mais la vidéo, c'est pas pareil. J'ai pas envie de montrer ma tête. » Et je sais que
Asynchrone a fait une conférence là-dessus, sur le branding, etc. ce matin. Mais il faut savoir que YouTube, ça rank facile. Et si vous êtes déjà ici aujourd'hui, YouTube, ça rank très, 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 très facile. Il n'y a pas de secret de polichinelle à savoir sur YouTube. Une bonne miniature qui pousse au clic, même si on voit que je ne suis pas le spécialiste de la miniature, on arrive à le voir sur le screen là. Merci Anto de rigoler. Et une bonne miniature qui pousse au clic, un bon watch time sur les vidéos, c'est-à-dire le temps que vont passer les gens à regarder la vidéo. Et pour finir, eh bien, le contenu de la vidéo, une intro, un hook un peu comme sur TikTok qui prend peu de temps, un minimum de temps, et pensez en permanence. Votre objectif, c'est de faire en sorte que les gens ne quittent pas la vidéo, tout en sachant que les gens, à chaque seconde, lorsqu'ils regardent une vidéo sur YouTube, ils vont essayer de chercher la moindre opportunité de se barrer et d'aller sur une autre vidéo. Donc, vous devez en avoir conscience et faire en sorte de captiver les gens assez pour les maintenir. Alors, l'avantage, c'est qu'on n'est pas obligé de rentrer dans quelque chose d'ultra technique. C'est comme d'habitude. Moi, ce que je vous encourage à faire, si vous êtes aujourd'hui éditeur de site, c'est de faire les tests. Et si vous êtes éditeur de site sur la niche des jouets pour chats, eh bien, allez faire du test et de l'avis de jouets pour chats sur YouTube. Vous serez assez surpris de voir qu'en un mois, vous aurez plus de résultats qu'en 6 mois sur Google. C'est tout aussi simple que ça et sans pour autant mettre des processus de zinzin pour réussir à vous positionner sur YouTube avec des vidéos travaillées, du montage travaillé. On s'en fout, encore une fois. Commencez avec quelque chose qui existe et puis pour le reste, vous peaufinerez avec le temps. Donc, ranking rapide et durable, un bouclier anti-bard. Alors là, c'est un peu notre délire en ce moment. C'est d'enfiler nos gilets pare-balles, nos gilets pare-bardes ou nos boucliers anti-bard pour éviter de se faire massacrer la gueule sans trop qu'on voit, sans trop qu'on comprenne d'où ça vient d'ici 6 mois parce que Bard décide de plus annoncer, de plus nous mettre en avant sur les SERP. Hein, on a vu des vidéos avec une P0 qui passe sous la ligne de flottaison. Je ne sais pas comment vous vous sentez au jour le jour avec cette info. Pour le coup, moi, j'ai un peu mal au ventre. Un pilier de votre branding, YouTube, c'est un pilier de votre branding. En tout cas, c'est un pilier du mien. Faire du contenu, c'est ce qu'on fait avec les Wizards, c'est ce que je fais sur ma chaîne YouTube, c'est ce qu'on va essayer de faire de plus en plus parce qu'aujourd'hui, c'est en effet l'une des meilleures manières de vendre des produits en affiliation, de vendre des infoproduits, donc de la formation et de faire également, si vous êtes prestataire, si vous êtes une agence, de l'acquisition de clients. Certaines grosses agences l'ont déjà bien compris en se positionnant sur des gros mots-clés sur YouTube. Donc, faites du YouTube. Et la dernière petite chose, c'est qu'on peut voir du coup tout en bas, même si c'est assez peu visible, j'ai mis un petit extrait de ma Search Console et on voit que ces derniers mois, il y a eu 867 impressions sur ma marque Impactiem. Et tout ça, c'est évidemment uniquement du fait que j'en parle dans les podcasts, j'en parle dans mes vidéos, etc. Et en fait, les gens vont aller rechercher ma marque, ce qui est un très bon signal pour Google également. J'en profite juste pour dire que si vous avez des sites SEO, le fait d'embed vos vidéos YouTube sur vos sites et que vous avez des vues depuis vos sites, ça vous permet de ranker facilement sur YouTube. Voilà, je viens d'y penser. Merci de me faire penser à ça. Et en plus de ça, tu fais bien de le dire, Anto, la vidéo YouTube, c'est un argument de plus pour faire des contenus avec du contenu, enfin des pages avec du contenu riche qui répond mieux à l'intention de recherche et qui va ranker du coup potentiellement mieux également. Et donc, le contenu est toujours roi. Jusqu'à là, on vous a parlé des réseaux sociaux et un petit peu de tout ce qui gravite autour de votre site. Mais évidemment, le contenu de votre site est toujours ultra important. Si vous faites du netlinking, si vous faites, même si vous avez le site le plus rapide du monde, que vous avez une super présence sur les réseaux sociaux, mais qu'à côté de ça, votre contenu est éclaté, ça ne marchera pas. Et l'intention de recherche a tendance, depuis ces dernières années, à évoluer beaucoup. Donc, c'est important de vérifier les intentions de recherche des articles que vous avez peut-être déjà écrits et qui aujourd'hui ne sont plus pertinents pour retravailler ce contenu et retourner aller chercher des positions qui, au fil des mois, ont peut-être descendu tout simplement parce que l'intention de recherche a changé. Ça peut aussi, par exemple, être que Google, jusqu'à, par exemple, 2022, décidait que pour un type de recherche, c'était par exemple des pages de blog qui se positionnaient et ça pourrait être, en 2023, plutôt des pages de catégories de produits. Voilà, c'est important de prendre en considération ce genre de choses. C'est important de faire ce genre de vérification assez régulièrement pour optimiser ça.
au niveau du contenu, évidemment, faites du contenu utile. Encore aujourd'hui, je vois très souvent des articles que moi je considère qui devraient être mis à la poubelle. C'est par exemple les articles tout savoir sur quelque chose. Personne tape ça intéresse personne. C'est le genre de truc où Google va venir, il va se perdre dessus, il va regarder le contenu. Bon, bah voilà, c'est sans intérêt. Pensez à chaque fois que vous allez faire du contenu, de répondre à une question en fait qui pourrait être posée par quelqu'un. Donc ça va être, un tuto sur quelque chose, comment utiliser tel produit, quel est le dosage de tel produit et ainsi de suite et faut vraiment bien réfléchir à ça. Vous êtes des SEO donc la plupart, enfin réfléchissent à ça et étonnamment, je vois très régulièrement des sites qui sont pourtant bien foutus avec des articles qui ont aucun intérêt et qui, à mon avis, ouais, apportent vraiment rien. Le contenu enrichi, Anto, en a parlé brièvement juste avant, mais tout ce qui est embed YouTube, c'est important. Pinterest, Instagram, des podcasts qui font, passer du temps sur les pages, TikTok qui se embed aussi. Il y a énormément de choses qui peuvent être intégrées et en fait, on le voit de plus en plus. Par exemple, il y a des SERP, qui peuvent, être, on va dire, sur le local, par exemple, qui, par exemple, pour, des meilleures boutiques de quelque chose par ville et ben, à chaque fois, ceux qui sont dans le top, c'en est qui, embed des Instagram et qui présentent, par exemple, une boutique. Et à chaque fois, ils embed le Instagram. C'est, voilà, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Pinterest, pareil, c'est hyper, intéressant d'embed des photos et si possible, vos propres photos. Comme ça, vous faites ranker votre Pinterest qui, encore une fois, ramène du trafic sur votre site, du trafic direct et on l'a vu, le trafic direct a un impact. Tout ce qui est embed plutôt, YouTube, podcast, c'est tout simplement juste pour faire passer du temps, que les gens, en fait, passent du temps sur, votre article. C'est un très bon signal. C'est bien mieux que quelqu'un qui arrive sur le classique pattern du SEO, un H1, une intro, 3 H2 avec des paragraphes et une conclusion. Ça, c'est le genre de truc qu'il faut éviter de plus en plus. Il faut vraiment essayer d'intégrer, quelque chose de lisible. En fait, ça vous évitera tout simplement que les gens viennent, tombent sur votre article, scrollent l'intro et peut-être le début et en fait, les gens ont plus l'attention qu'ils avaient avant, font un retour arrière, retournent sur le 2e lien ou le 3e lien qui lui a peut-être une vidéo YouTube et donc il va passer du temps dessus. Et voilà, maintenant, il faut s'adapter à ce genre de choses. Le SEO change et c'est comme ça. Tout ce qui est image unique, c'est intéressant. J'ai mis Vive Midjourney parce qu'avec Midjourney, vous pouvez faire énormément de choses. Vous pouvez vous servir d'une seed, d'un vrai produit pour, par exemple, le mettre en situation via l'IA. C'est quelque chose qui est faisable. Ou alors, si vraiment vous êtes déter, moi, ce que je fais, c'est que la plupart du temps, je commande des vrais produits et je fais des vraies photos à la maison avec une petite photobox. Et sinon, essayez maintenant avec ChatGPT qui est capable de coder du HTML, CSS, JS, par exemple, de faire des petits tools uniques. Donc, j'ai mis, exemple, un calculateur de gouttes d'huile de CBD pour chat. Si vous rankez sur l'huile de CBD pour le chat, comment ça fonctionne ou combien, tout simplement, combien de gouttes d'huile de CBD pour mon chat, et ben, vous demandez, enfin, si vous avez les vraies données de base, vous les donnez à ChatGPT et vous lui dites de vous coder un petit calculateur en fonction de l'âge du chat, du poids du chat et du dosage du pourcentage d'huile de CBD que vous avez. De même, ça se faisait, maintenant c'est beaucoup plus simple à faire. Mon petit frère l'a fait par exemple pour un de ses sites qui parle de musculation. Il a fait un petit calculateur de macros. Donc on donne la taille, le poids d'une personne, son activité physique et combien de calories il doit manger par jour. Et ben voilà, le petit calculateur. C'est intéressant, ça fait de l'interaction sur votre page, ça fait passer du temps sur la page et c'est le genre de truc qui est ultra important. Je vais vous parler vite fait du local parce que j'en fais beaucoup. Avec l'IA, c'est possible d'en faire, ça fonctionne très bien. Par contre, ce qui est bon, on voit que ça se casse un peu la gueule au niveau de l'indexation, mais j'allais en revenir. C'est, je trouve, pour le local et surtout l'IA, il faut un temps de réponse extrêmement rapide. On revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, très bon serveur et si possible, éviter WordPress. Sur le local, ça marche pas bien. Et voilà, et ça marche très très bien. Par contre, ajouter du contenu externe, que ça soit du Google Maps, de l'info Google Maps, les adresses, les numéros de téléphone, enfin bref, enrichissez au maximum votre contenu IA
avec de la vraie donnée et ça fonctionne parfaitement et ça tient dans le temps. Alors, l'IA change la donne si tu sais faire. Alors, je précise si tu sais faire, et j'ai vu qu'il y avait déjà un commentaire par rapport à l'IA et le fait que l'IA simplifiait l'arrivée des concurrents, etc. Sur l'édition de site, on est d'accord. Je vais tout de suite briser la glace, comme ça, voilà, vous savez ce que j'en pense. Pour de la vente de liens et de la vente de liens positionnés, l'IA, c'est très bien, ça fonctionne, c'est même cheat code complet. Là-dessus, on est bien d'accord. Par contre, quand on veut faire de l'édition, quand on veut construire quelque chose sur le long terme, faire de l'IA de bonne qualité, même si vous superposez les prompts, même si vous avez des très bons prompts de rédaction, si vous faites de l'IA automatique, vous allez pouvoir accélérer. Mais à mon sens, l'IA aujourd'hui nécessite encore de faire du SEO de manière traditionnelle, c'est-à-dire s'assurer de répondre à l'intention de recherche, s'assurer d'avoir du contenu riche, s'assurer de faire les choses bien, en résumé. Et pour faire les choses bien, aujourd'hui, eh bien, la seule chose que j'ai trouvé à faire et qui fonctionne avec l'IA, c'est de faire du contenu IA piloté par humain. Donc, quand je dis les choses bien, c'est essayer de se positionner sur des requêtes en première page et sur la durée. Moi, ça ne m'intéresse pas de ranker 6 mois, ça ne m'intéresse pas de ranker 1 an. L'objectif, c'est de tenir sur la durée. Donc, l'IA permet aujourd'hui d'accélérer de manière conséquente sur tous les process qu'on peut avoir en interne, que ce soit dans une agence, dans une entreprise, d'ailleurs n'importe quel type d'entreprise, mais aussi quand on est SEO. On a eu Joanie ce matin qui a fait une super conf où il explique comment il utilise l'automatisation entre ChatGPT et donc l'intelligence artificielle de manière générale, l'API d'OpenAI, avec du coup Make, et ce qui lui permet d'accélérer de manière stratosphérique sur énormément de process. Pour moi, l'IA, tout l'intérêt, il réside surtout là-dedans. Sur le contenu, il y a des choses à faire, mais c'est plus technique, sauf si, encore une fois, vous faites un petit peu ce qui est à mon sens du black hat, et j'ai rien contre ça, hein, j'en fais aussi, pour justement positionner des articles à la con en automatisant un maximum tous les process. Il y a peu de valeur ajoutée, ça rank en page 3, 4, 5, 6. On s'en fout, on vend le lien derrière en manipulant les stats des sites, blablabla. Mais voilà, la réalité du business, c'est que si vous voulez ranker de long terme avec de l'IA sans rien retoucher, c'est plus compliqué sur des requêtes conséquentes et intéressantes. Et donc, l'IA mal faite, c'est aussi la meilleure façon, du coup, d'exploser votre site. Il faut le savoir. Donc, soyez vigilants avec l'IA, mais ayez conscience aussi qu'il s'agit d'un tournant qu'il faut absolument prendre, même si ce n'est pas forcément sur la partie contenu. Sur la partie process, c'est capital. Ah bon, en fait, ça va. Je pensais qu'on était... en fait, c'est fini. Voilà. Bah, très bien. On est dans les temps. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Super, merci beaucoup pour la presse. C'était top. C'était top. Ah oui, on a pas mal de questions. On va vous les remonter. Super. Alors, n'hésitez pas à continuer à poser des questions. Ah, donc notamment ça aussi, je m'étais posé. Pourquoi pas de WordPress pour du local? Bon, vas-y, je te laisse. C'est que pourquoi pas faire de WordPress pour le local? En soi, ça fonctionne le WordPress pour le local. C'est juste que moi, je suis pas dev et par exemple, modifier un WordPress pour faire une architecture locale, je trouve que c'est très très compliqué. Donc, moi, j'utilise beaucoup Zeno, donc j'ai fait beaucoup de templates dessus. Mais et voilà, c'est surtout pour ça. Et je trouve que quand même, je sais pas si c'est un mythe, mais ça fait 500 ans, je le dis dans les podcasts, j'ai l'impression qu'il y a une pattern de SEO entre le WordPress, serveur AutoSwitch et que voilà quoi. C'est... Ouais, après, je pense que sur la masse, t'as ton micro coupé, Franck. Bah, je disais, il y a aussi une histoire de vitesse. Ouais, c'est surtout ça en fait. Qui rentre en jeu. Et en fait, plus ton site est rapide, plus tu auras une indexation rapide. Parce que, enfin, site rapide avec serveur rapide égale indexation ultra rapide. Et vu que quand on fait du local. Qui avait fait son test sur Twitter, qui avait réussi à indexer 15 ou 20 000 pages en quelques jours, juste avec du full statique. Quoi, après, il y a peut-être une précision à dire, c'est que toi, quand tu parles de local, tu parles de site plutôt d'affiliation pour aller chercher des requêtes, par exemple, sur toute la France. Et quelqu'un qui fait du local juste dans sa ville, là, il peut avoir un site WordPress. Oui, moi, c'est en mode annuaire. Oui, c'est ça, toi, c'est en mode annuaire. Alors, on a une autre question. Est-ce important d'embed notre propre vidéo ou ça marche bien si on utilise la vidéo de quelqu'un d'autre?
C'est une bonne question. Alors, j'aurais tendance à dire que c'est un vrai plus si c'est notre propre vidéo. Cependant, si la vidéo, encore une fois, qui est embed sur la page, répond à l'intention de recherche de cette page, par conséquent, elle va faire passer plus de temps à l'utilisateur sur la page, et donc ça aura aussi un vrai intérêt. Donc, dans tous les cas, c'est rarement une mauvaise chose. J'imagine qu'au cas par cas, on peut trouver des moments où ça ne sert à rien d'embed une vidéo, bien sûr, mais c'est rarement une mauvaise chose de le faire. Et s'il n'y en a pas qui ont été faits directement par le créateur ou l'éditeur, ou l'éditrice en l'occurrence, eh ben, n'hésite pas à embed une autre vidéo. Et juste, le vrai avantage de embed sa propre vidéo, c'est qu'après, c'est un cercle vertueux. En fait, ça push la vidéo sur YouTube, le ranking de la vidéo sur YouTube, ce qui renvoie du trafic, et ainsi de suite. En fait, dans tous les cas, c'est un peu un cercle vertueux. Du coup, dans la même veine, est-ce que c'est mieux de mettre une vidéo YouTube, TikTok ou Insta? Pour moi, YouTube, ça sera toujours supérieur. Après, il y a plein de choses où un TikTok ou un Insta. En fait, Insta, c'est même pas une histoire de vidéo la plupart du temps. Moi, j'imaginais plutôt les embeds de photos. Mais je sais que moi, j'ai fait des embeds TikTok, ça fonctionne. En fait, c'est juste le fait d'avoir du contenu un peu enrichi qui apporte un vrai plus plutôt que le pattern classique de l'article SEO. Et fond blanc, écriture noire avec les H1, H2 et des blocs de texte au milieu, quoi. En fait, à partir du moment où on apporte quelque chose en plus, c'est potentiellement de l'interaction en plus de l'utilisateur. Et tout ça, maintenant, on le sait très bien, c'est traqué via les navigateurs genre Chrome et ça apporte quelque chose. On a une autre question sur TikTok. Est-ce que citer la marque suffit ou il faut que le mec cherche la marque après sur Google? Est-ce que Google arrive à comprendre que la page TikTok est liée à un site via une URL dans le profil? Point d'interrogation. Merci. Alors, j'ai pas 100% de la réponse. En tout cas, je sais que le clic depuis le profil, ça a un vrai impact. On sent l'impact. C'est le test justement qui a été présenté au tout début. Je suppose que s'il y a une citation de la marque, c'est un petit peu comme le cas sur YouTube d'Arthur où sa marque Impact IM est recherchée. Et ça, encore une fois, on le sait que ce type de branding permet de survivre quand même plus longtemps. Ça a déjà été remonté par des SEO plus d'une fois. Je suppose que dans le cas, par exemple, de Cosmile, qui sont sans doute recherchés plusieurs fois par jour, enfin même plusieurs centaines de fois par jour dans les moteurs de recherche, c'est un vrai point positif. Hop. On a une autre question donc vis-à-vis de TikTok. Est-ce que c'est juste lié à la marque et il y avait un lien vers le site et ça a mené 4000 visiteurs par jour? Ouais, c'est ça, dans le lien bio. Au début, oui. Après, forcément, ça descend avec le temps, mais au début, oui. Il y a eu cet impact. Et ce qui peut à tout moment repartir, parce qu'en fait, une vidéo TikTok a un espèce de cycle de vie. Donc, elle va partir très très fort. Si elle est vouée à buzzer, en fait, elle va partir extrêmement fort. Elle va tenir plusieurs jours. Elle va faire plusieurs centaines de milliers de vues par jour. Puis, elle va redescendre. Et en fait, moi, j'ai déjà eu le cas avec des vidéos où 2 semaines après, elle repart un petit peu. Elle ne va pas retaper 2 millions de vues d'un coup, mais elle va peut-être aller taper 300 000 vues en plus. Ce qui fait un espèce de vague comme ça. Après, la puissance de TikTok, c'est pas d'essayer de faire une vidéo à buzz et de ranker avec. C'est de faire des vidéos régulières pour essayer de tout le temps avoir un cycle de vidéos qui drive du trafic et qui envoie vraiment de la patate, quoi. Est-ce que quand tu as déjà fait une vidéo TikTok qui a bien marché, tes suivantes vont mieux marcher ou est-ce que c'est un peu random quand même? C'est lié aux abonnés? Tu sens que quand tu as une vidéo qui explose fort, que tes quelques vidéos d'avant et tes quelques vidéos d'après vont avoir un vrai push aussi. Et si, après, idéalement, tous tes TikTok doivent être réfléchis pour exploser. Tous. Ils doivent tous avoir un hook qui doit partir et tout. Donc, c'est dur après d'évaluer est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que mon TikTok était bien? Donc, c'est pour ça qu'il est parti. Il y a un peu C'est dur de répondre. j'imagine aussi. C'est ça. Ouais. Mais par contre, moi, j'ai déjà eu des TikTok qui marchaient pas très bien. Donc, je sais pas, qui faisaient 20 000 vues, ce qui est pas top. Et derrière, en avoir une qui part très fort, qui fait par exemple 1 million de vues. Et du coup, celle qui avait 20 000 passe petit à petit à 70 000 vues.
Parce que, en fait, J'imagine. sur TikTok, quelqu'un qui va venir s'abonner à ton compte TikTok via celle qui a explosé, donc qui fait des millions de vues. Ensuite, TikTok va lui mettre assez régulièrement des anciennes vidéos à toi, plus tes prochaines. Oui. Et en fait, c'est comme ça, sans doute, que tu regagnes des vues sur les anciennes et potentiellement les prochaines. Et moi, juste pour donner un cas spécifique, j'ai fait un test sur TikTok. Mais pour le coup, mon test, j'ai fait peut-être une dizaine de vidéos. Ma première vidéo, je fais 90 000 vues en une semaine. Donc, elle marche plutôt bien pour une première vidéo. Tout le reste, ça n'a pas marché. Mais je pense que la première était dans le fond et la forme, sans doute mieux que les autres, quoi, aussi. Mais en l'occurrence, moi, ça ne m'a pas aidé, quoi. Mais 90 000 vues sur TikTok, c'est pas non plus... c'est pas comme un 1 million de vues qui va avoir un impact conséquent. Donc. En fait, pour tous ceux qui font pas de TikTok, ils peuvent considérer que c'est beaucoup des dizaines de milliers de vues, mais en fait, c'est assez commun. C'est pas du tout comme YouTube, par exemple. Ouais. YouTube, une vidéo à 100 000 vues, c'est trop bien. C'est vraiment... on est très content quand on a une vidéo à 100 000 vues sur YouTube. Sur TikTok, au bout d'un moment, quand on a compris la recette, c'est très commun. Et puis, c'est pas du trafic très qualifié aussi. Parce que je fais un peu de pub dessus et c'est pas du trafic qui convertit beaucoup. C'est vraiment du trafic divertissement. Tu le sens, ça achète pas, ça convertit pas très bien. Mais ça fait du trafic. Mais ça fait du trafic. Tu sais à partir de quand c'est considéré comme une vue sur TikTok? On se posait la question avec Jackie, justement. Ouais, en fait, dès que quelqu'un regarde, je crois que c'est peut-être 1 ou 2 secondes. Mais je crois qu'en fait, dès qu'elle apparaît dans le flux, ça devient une vue. Ah ouais, c'est ça qui fait qu'il y a beaucoup de vues. Parce qu'en fait, le mec va scroller, il reste un quart de seconde, il a même pas regardé, ça te fait une vue. Ouais, après, toi, tu as des données statistiques qui te permettent de voir combien sont restés. Moi, par exemple, les 5 premières secondes, j'ai à peu près entre 40 et 60% de gens qui partent parfois. Mais en fait, après, le reste des gens qui restent, si eux ont une forte interaction, c'est très bien pour l'algorithme. Tu es remis en avant. Potentiellement, tu as toujours une partie des gens qui sont entre guillemets déchets, qui partent à la vidéo suivante. Mais tu dois faire avec ça. Dans tes statistiques, tu dois essayer de capter et de faire en sorte de garder le plus de gens possible, le plus longtemps possible. C'est un peu le jeu, quoi. Mais tu vises le trafic plus que la conversion, au final. Ouais, de toute façon, ça ne convertit pas sur TikTok, objectivement. Okay. Ouais, bah, c'est suivant lesquels. Dans le cas de Cosmag, par exemple. Mais surtout, sur la FIP, on a beaucoup d'exemples, ça ne convertit pas. Ouais. C'est ridicule, quoi. Mais par exemple, pour du e-commerce, c'est top, je pense. C'est top, voilà. parce que c'est énormément de potentiellement de trafic et pour pas très cher. De toute façon, c'est full B2C aussi, TikTok. B2B sur TikTok, c'est bizarre, non? B2B, moi j'ai vu un petit peu de trucs de formation pro, de trucs comme ça. En France, ça se fait pas beaucoup, le B2B, je trouve encore sur TikTok, ça se fait pas assez. Ça se commence vraiment depuis un moment, mais aux US, ça se fait vraiment beaucoup. Par contre, moi, je suis abonné justement à que des trucs sur le marketing, que des trucs comme ça, et finalement, c'est du B2B. Ouais, c'est Et du en pur France, B2B. c'est pas encore En fait, très à la mode, mais ça va venir. En France, tout le monde considère encore que TikTok, c'est un truc de pur divertissement, nul, tout ça. En fait, au même titre que, je suppose, il y a 10 ans, les gens se disaient que YouTube, c'était pour regarder des vidéos de chats. En fait, aujourd'hui, on est là, en direct sur YouTube. Et voilà, je pense qu'il y a le temps que les gens se fassent aussi à TikTok, quoi, tout simplement. Alors, on a une question sur comment connaître le temps de réponse au serveur. Alors, de tête comme ça, Search Console, paramètres, statistiques d'exploration, et là, tu as le temps de réponse. Je crois que je suis bon. Alors, on doit avoir d'autres questions, et comme je ne les ai pas lues dans l'ordre... Il y a Sonia, par exemple, qui dit « On a finalement très peu parlé de Bard. Votre avis sur son impact dans les prochains mois ?» Et il y avait une question, je vais répondre comme ça aux deux en même temps, qui disait « C'est quoi le bouclier anti-Bard ?» Alors, donc, déjà, Bard, c'est l'intelligence artificielle de Google, donc l'équivalent de ChatGPT pour OpenAI et donc pour Bing, puisque Microsoft a
bon paquet de billes dans OpenAI. Donc Bard, c'est une intelligence artificielle qui va se greffer très bientôt dans les SERP, donc résultats de recherche de Google, et donc qui répondra au moins partiellement aux questions de l'utilisateur, ou en tout cas qui va assister dans la réponse. Et il y a beaucoup de réponses, notamment, en tout cas c'est ce qu'on imagine, parce que pour le moment on essaie de décrypter un petit peu les infos, mais notamment sur des requêtes informationnelles qui vont être traitées par Bard de manière assez automatique et qui potentiellement donc nous laisse penser que ça va être de plus en plus compliqué pour les éditeurs d'être visible sur ces requêtes-là, de potentiellement faire de l'affiliation après, etc. Donc Bard aujourd'hui, c'est ce qu'on disait au début de la conf. Concrètement, ça nous fait peur. Ça ne nous empêche pas de continuer à faire notre métier, ça nous empêche pas de continuer à éditer des sites, mais ça nous fait peur, et c'est pour ça qu'on a parlé de toutes ces solutions alternatives qui viennent en complément aujourd'hui d'un bon référencement et qui sont vraiment importantes pour le SEO de vos sites, mais qui sont aussi des alternatives concrètes et réelles en termes de make money, encore une fois, quand on est éditeur et qu'on bosse sans client, pour rebondir avec la monétisation TikTok pour certains, avec un vrai branding sur YouTube et des vidéos YouTube qui rankent et qui vendent en affiliation, ce qu'on avait plutôt l'habitude de vendre en affiliation potentiellement sur nos sites avant. C'est toutes ces choses-là auxquelles il faut penser. Et juste, je réponds à un commentaire de Manon qui dit qu'il faut un minimum de 5 secondes pour que ça soit considéré comme une vue. En fait, faut différencier la vue TikTok. Et là, ce dont parle Manon, c'est les vues éligibles pour la TikTok Money, qui est un autre business encore dont j'ai déjà parlé plusieurs fois dans nos podcasts. Enfin, Wizard Podcast, dans justement celui que je présentais là dans la conférence. La TikTok Money, c'est encore autre chose. En fait, c'est pour aller chercher. En fait, TikTok vous paye pour faire des vues. Dès que vous avez 10 000 abonnés, il vous paye pour faire des vidéos. Et pour que ces vues soient payées, donc aux 1000 vues, par exemple, c'est 0,6 euros donc au CPM. Pour être sûr d'être payé, il faut que la vidéo ait fait... Enfin, il faut que la vue ait fait plus de 5 secondes. Et là, c'est considéré comme une vue éligible à la monétisation. Mais la vue TikTok, dans sa globalité, c'est pas 5 secondes. Après, peut-être que je me plante complètement, mais je suis quasi sûr de ce que j'avance. Merci. Alors, est-ce que vous avez une alternative à WordPress, un truc statique ou un truc simple d'usage? T'as Grave Flatfile CMS. T'as même les thèmes de base de WordPress qui ont été refaits sur Grave, et ça te permet de... là, c'est extrêmement rapide, t'as pas de base de données, etc. C'est une bonne alternative à WordPress si tu sais pas coder. Voilà. Il y en a plein d'autres, des file CMS. Tu tapes sur Google, t'en as des tonnes. Alors, pour un site e-commerce, conseillez-vous d'intégrer les vidéos type présentation du produit iframe dans une fiche produit au risque de ralentir le temps de chargement? Je fais pas de e-commerce, donc je vais répondre quand même, mais pour moi, même en tant que client, je trouve qu'avoir une vidéo courte de présentation d'un produit, c'est top. Et donc là, je réponds, c'est même pas une histoire de SEO, je réponds pour la partie pure vente, on va dire. Et je pense que quand l'intégration est bien faite, ça va pas trop ralentir le temps de chargement. Il y a moyen soit de faire en sorte de delay le chargement de la vidéo, je suppose. Ça, peut-être qu'il y a quelqu'un plus tech qui pourra répondre à ça. Moi, je suis pas le plus pertinent là-dessus. Mais dans tous les cas, on en revient au même résultat que pour une page classique. Vidéo égale temps passé sur la page, égale bien, quoi. Juste, si tu veux un très bon exemple de site e-commerce, parce que je voulais acheter une tondeuse et j'ai fait pas mal d'e-commerce, t'as agrieuro.fr qui est génial. Et ils ont fait des vidéos sur tout, comment déballer la tondeuse, la monter. T'as des gifs à 360, c'est génial. Mais franchement, si tu dois faire un e-commerce, tu copies-colles ce qu'ils font, c'est génial. Voilà. Alors, merci pour la présentation. Anto, tu parlais d'hébergement WordPress sur le cloud Google. De quelle offre s'agit-il? Je sais qu'ils ont une offre à 10 € par mois pour faire du WordPress pur et dur, et tu n'as pas besoin de t'embêter à installer un serveur. Par contre, je te conseille de passer par Upwork. Moi, c'est ce que j'ai fait parce que je ne suis pas dev. J'ai installé, le dev a installé Estia CP sur un petit serveur. Je crois qu'on a 3 cœurs
3 ou 4 Go de RAM et 50 Go de disque dur et ça coûte 14 € par mois, quoi, grosso modo. Alors, Et après, STACP qui est très bien. Ouais, et après, site illimité. Donc, en vrai, c'est une bonne alternative et c'est pas cher. Alors, on a une autre question. Comment ça se fait que des pages s'indexent en quelques jours et puis quelques semaines après passent en exploré non indexé? Dois-je refaire la manip pour réindexer? C'est une bonne question, hein. En vrai, l'indexation en ce moment, c'est un vrai bordel. Alors nous, les pistes qu'on a là-dessus, c'est celles qui ont été explorées par Anto au début. C'est s'assurer déjà que les performances soient irréprochables sur ta page, donc que la page charge vite. Et souvent, c'est invisible à l'œil nu. Hein. Même ta page va être considérée comme lente. T'as un truc qu'il faut bien vérifier, c'est si ta page, elle s'affiche bien sur mobile avec le truc du test là. Ouais. Parce que ça, tu peux avoir pas mal de problèmes avec ça. Mais franchement, l'indexation, je ne sais pas si vous avez des trucs à dire. Moi, c'est un peu une galère. Hein. Pour moi, cette histoire d'indexation, ça arrive. Attention, je ne dis pas que c'est le cas à 100% des cas, mais souvent, c'est les fameuses pages dont je parle de SEO avec juste des blocs de texte et des H1, H2. Ça, assez souvent, si la qualité du contenu n'est pas irréprochable et que ça ne répond pas vraiment ultra précisément à l'intention de recherche, ça finit par être dégagé. Moi, de ce que j'ai vu, c'était les rares cas, enfin, les rares cas, ça m'arrive quand même d'avoir ce genre de truc. C'était soit de la rédaction offshore qui n'était pas ouf, soit c'était quelque chose couplé à de l'IA qui n'était pas ouf non plus. Ça finit par être sorti. À part, j'ai eu un cas récemment avec, pareil, un pic de trafic réseaux sociaux sur une page qui est sortie de nulle part et qui est revenue 3e page. Mais bon, c'est toujours ça, quoi. Elle est indexée. Bonjour, du coup, il est préférable de faire une vidéo YouTube ou 10 shorts? Les deux. Ah oui, on fait une vidéo, on la découpe. Franchement, c'est un peu ça. Hein. Ouais. C'est à choisir, moi, je ferais quand même la vidéo. Pourquoi? Parce que je suis un boomer de SEO et que la vidéo, en fait, elle va tenir dans le temps et elle va potentiellement te rapporter du trafic pendant 3 ans. C'est pas le même. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec TikTok. C'est pas le même trafic le short et la vidéo. Là, j'ai des vidéos que j'ai faites il y a 3 ans qui me rapportent encore des milliers de vues tous les mois. Alors, c'est sur des thématiques inutiles, mais c'est toujours le cas, c'est un fait. Donc, vraiment, se positionner sur YouTube avec une vidéo, pour moi, ça a plus de valeur que les shorts, même si Franck a complètement raison. Dans l'idéal, il faut vraiment faire les deux. En fait, c'est ça qui est un peu dur maintenant, c'est que il faut sélectionner 2-3 réseaux sociaux au minimum et essayer d'être un peu partout. Et c'est toujours, c'est ce qui rend un petit peu le SEO plus compliqué qu'avant, quoi. Alors, on va prendre une dernière question parce qu'après, on va passer au speaker suivant. Comment lier ces réseaux sociaux à un site sans perdre de dilution avec des liens sortants et des scripts ralentissant le site? Je sais pas si un de vous veut répondre. Moi, je peux répondre vite fait, mais... Ouais, moi, je m'en fous de ça. Enfin, mes réseaux sociaux sont mis nofollow et point barre, quoi. Après, si vraiment tu ils sont même pas en nofollow. Tu les cloques. Ouais, ou pas en nofollow d'ailleurs, mais tu peux les cloquer. Mais bon, du coup, Google verra pas le lien qui part de ton site. Enfin, en gros, ça perd l'avantage de l'EAT. Pour moi, il est assez intelligent et il connaît maintenant, il sait. Ouais. Et exactement, c'est la base de l'EAT, c'est mettre tes réseaux sociaux en footer. Ouais, c'est ça, c'est ultra naturel en fait de faire ça. Par contre, les scripts ralentissant le site, je sais pas si c'est des scripts liés aux réseaux sociaux, mais en général, c'est juste un petit bouton avec le logo, quoi. Enfin, c'est pas un truc qui est trop lourd. Pas si tu les mets en synchrone, tes scripts JS, ça ralentit. Il le compte comme un ralentissement, Google, ou pas? Ouais, il me semble, ouais. Ouais, il attend le dernier chargement de la page, c'est pas juste le premier affichage. Ouais, le plus technique d'entre nous, c'est Anto, en vrai. Je pense que ce genre de problématique, pour être tout à fait franc avec Franck, ça nous passe environ 10 mètres au-dessus. Ce qui est vraiment problématique, hein, encore une fois, avec la conf qu'on vient de donner et tout, on a conscience qu'aujourd'hui, justement, toute la technicité est de plus en plus importante. Donc, c'est un problème. Mais en réalité, moi, c'est le genre de question, je mets mes réseaux, point, quoi. Tu vois, je me demande pas si... Voilà, même je devrais peut-être, hein, mais je me le demande pas trop.
En fait, tant que dans la Search Console, les temps de réponse sont OK. Et que le page speed, il est au moins, je sais pas, 80. Enfin, moi, je vise les 95, je crois, ou 90, je sais plus, mais haut, quoi. Et En à mobile. partir de là. En mobile, ouais, bien sûr. Le ordinateur, je regarde jamais, mais en mobile. Merci beaucoup les gars, franchement Merci, les c'était gars. super, Merci. vous Super avez eu beaucoup intéressant. de retours positifs à la fois sur les réseaux et sur le chat. Ah, c'est cool. Donc n'hésitez pas à aller sur leur chaîne YouTube, à vous abonner, et puis vous abonner à la nôtre aussi, hein, pendant qu'on y est. Parce que j'ai oublié de le dire depuis ce matin, c'est important. Ça fait Oui. le fameux cercle vertueux. Voilà. Donc abonnez-vous, et puis merci beaucoup pour votre présentation. Merci pour l'invitation. Merci pour Ouais, l'invitation. merci, ouais. On avait hâte de vous avoir, hein, franchement, vu la qualité que vous offrez sur YouTube. Si vous en voulez plus, allez sur leur channel, voilà. Merci. Super. Merci. Merci. Passez une bonne fin de journée les gars, à bientôt. Salut les gars, Ouais, bonne À bonne journée. bientôt. journée. Ciao, ciao. Salut.